Boris Pilniak, L'acajou. Chapitre 1er. Miséreux, devineux, mendigo, psalmodieur, dantienne, cagot, errant, errante, indigent, cagot, coquillard, prophète, idiote, idiot, folle en Christ, autant de synonymes, autant de pâtisseries, torsadée et coutumière de la Sainte Russie, gueux par la Sainte Russie, stropia ou aveugle diseur, de pieuse, complainte au nom du Christ, folle en Christ, de la Sainte Russie. Ces pâtisseries torsadées ont orné depuis la naissance de l'État russien, depuis les premiers tsars, les Ivans, les us et coutumes d'un millénaire de Russie. Maintes et maintes fois, historiens, ethnographes et écrivains russes ont trempé leurs plumes pour parler de ces innocents, ces fous ou charlatans, les mendigos, les cagots. Les prophètes étaient considérés comme l'ornement de l'Église, la confrérie christique, les intercesseurs de l'univers, pour reprendre les termes de l'histoire et de la littérature classique. L'illustre folle en Christ moscovite du milieu du XIXe siècle, l'archisuppôt ex-étudiant de l'Académie de théologie, Ivan Yakovlevitch, mourut à l'hôpital de la Transfiguration. Des reporters, des poètes et des historiens décrivirent ses obsèques. Un poète écrivait dans le bulletin : « Quel triomphe font donc les petites maisons ? Pourquoi déferlent ces flots de population, en télègue ou landau, en calèche ou à pied ? De quelle sombre alarme les cœurs sont-ils serrés ? On entend parfois monter l'obscure rumeur, pleine d'une pesante et sombre douleur. Ivan Yakovlevitch s'est éteint avant l'heure. S'est éteint le prophète, digne d'un sort meilleur. » L'historien des mœurs, Skavronsky, dans Scènes de la vie moscovite, relate que 5 jours d'affilée, avant que le chœur ne fût inhumé, plus de 200 offices de mort furent célébrés. Nombreux furent ceux qui passèrent les nuits autour de l'église. Barkov, auteur de l'étude intitulée « 26 faux prophètes, faux innocents, idiots et idiotes de Moscou, témoins oculaires », raconte qu'on proposa d'enterrer Ivan Yakovlevitch le dimanche, comme ce fut annoncé effectivement dans le bulletin de la police, et que ce jour-là, dès les premières lueurs, commencèrent d'affluer les adulateurs, mais que l'inhumation n'eut pas lieu à la suite de différends qui surgirent à propos de l'emplacement précis où devait reposer le défunt. On en vint presque aux mains. On s'invectivait déjà et ferme. Les uns voulaient l'emmener à Smolensk, où il était né. D'autres effectuaient des démarches pour qu'il fût inhumé dans le monastère pour hommes de l'Intercession, où on avait même creusé un caveau sous l'église. D'autres encore imploraient le transfèrement de ses cendres au couvent pour femmes Saint-Alexis. Les derniers, enfin agrippés au cercueil, le traînaient vers le village de Tcherkivtso. On redoutait que le corps d'Ivan Yakovlevitch ne fût dérobé. L'historien poursuit. Pendant toute cette période, il avait plu, et il y avait une boue terrible. Mais malgré cela, au moment du transfert du corps, de l'appartement à la chapelle, de la chapelle à l'église, de l'église au cimetière, des femmes, des jeunes filles, des demoiselles en crinoline se jetaient par terre et rampaient sous le cercueil. Il faut dire qu'Ivan Yakovlevitch, de son vivant, se soulageait sous lui. Ça coulait sous lui, comme l'écrit l'historien, et les gardiens avaient reçu l'ordre de répandre du sable sur le sol. C'est justement ce sable mouillé, sous Ivan Yakovlevitch, que ses adulateurs recueillaient et emportaient à la maison, et ce bon petit sable acquit bientôt des vertus curatives. Un petit enfant avait-il bobo à son petit bedon, sa mère lui donnait alors dans sa bouillie une demi-cuillerée du bon sable, et l'enfant était guéri. La ouate qui obstruait le nez et les oreilles du défunt fut, une fois l'office célébré, partagée en menus morceaux et distribuée aux fidèles. Beaucoup venaient avec des fioles jusqu'au cercueil et là recueillaient l'humeur qui en coulait,
étant donné que le défunt était mort d'hydropisie. La dive chemise dans laquelle mourut Ivan Yakovlevitch fut déchirée en petits morceaux. Au moment de la levée du corps, se rassemblèrent les difformes, les folles, les bigots, les errants et les errantes. Il n'était pas entré dans l'église à cause de son exiguïté et attendait dans les rues. Et là, en plein jour, au milieu des gens rassemblés, des sermons édifièrent le peuple. Des apparitions et des visions s'accomplirent. Des prophéties et des imprécations furent proférées. De l'argent, collecté et retentirent de lugubres rugissements. Ivan Yakovlevitch, dans les dernières années de sa vie, avait ordonné à ses adulateurs de boire l'eau dans laquelle il se lavait. Ils burent. Ivan Yakovlevitch faisait des prédictions, non seulement orales, mais écrites aussi. Elles ont été conservées pour la recherche historique. On lui écrivait pour lui demander « Un tel va-t-il se marier ?» Il répondait « Pas de travail, pas de pain. Bez pratsi ne bandi kololatsi. » Kitaïgorod, à Moscou, était le fromage à verre des folles. Les uns rimaillaient, d'autres imitaient les chants du coq, du paon, du bouvreuil, d'autres encore injuriaient vertement tout le monde au nom du Seigneur. Les derniers, enfin, ne savaient qu'une seule phrase, considérée comme prophétique, et leur acquérant du renom du genre « La vie est un fabliau, le cercueil un landau, et le voyage est sans cachot ». Il se trouvait des amateurs d'aboiement, et leurs abois dictaient les ordres divins. Il y avait dans cette corporation de miséreux, de mendigos, de devineux, de psalmodieurs, d'antiennes, de cagous, de cagots, les indigents de toute la sainte Russie. Il y avait et des paysans, et de simples bourgeois, et des nobles, et des marchands, des enfants, des vieux, des gaillards plantés, drus et de plantureuses drôlesses. Ils étaient tous ivres, tous sous le voile de la quiétude bleue et bulbéiforme de l'Asiate empire russien. Tous amers comme le caillé et l'oignon, car les clochers bulbeux sont naturellement le symbole de l'amère vie oignonesque de la Russie. Et à Moscou, à Pétersbourg et dans les autres grandes villes de la Russie, il est d'autres toqués encore. Leur généalogie remonte à l'Empire et non au tsar. Ébauché sous le règne de Pierre, l'art du meuble russe est né sous Élisabeth. Cet art de serre n'a point d'histoire écrite et les noms des maîtres artisans ont été effacés par le temps. Cet art s'est façonné dans les cellules de solitaires, les sous-sols de la ville ou dans les chambrettes de dernière au fond des communs du domaine seigneurial. Cet art se perpétuait dans l'amertume de la vodka et des sévices. Boulle et Jacob firent école. Des serfs encore adolescents étaient envoyés à Moscou, à Saint-Pétersbourg, à Paris, à Vienne, et là-bas ils apprenaient l'ébénisterie. Puis ils revenaient de Paris, dans les sous-sols pétersbourgeois, de Saint-Pétersbourg, dans les chambrettes de derrière des communs. Et ils créaient. Pendant des dizaines d'années, tel maître artisan faisait une méridienne ou une coiffeuse un petit bureau ou une bibliothèque, travaillait, buvait et mourait, léguant son art à un neveu, car avoir des enfants était exclu pour le maître artisan. Et le neveu, ou bien copiait l'art de son oncle, ou bien le prolongeait. Le maître mourait et les choses, elles, vivaient leur siècle dans les manoirs et les hôtels particuliers. Auprès d'elles, on aimait. On mourait aussi sur les méridiennes et les tiroirs dérobés des secrétaires dissimulés des correspondances. Des correspondances secrètes. Les fiancés détaillaient leurs jouvences dans les psychés et les vieilles leur décrépitude. L'Élisabeth, le Catherine II, c'est le rococo, le baroque, bronze, volute, palissandre, bois de rose, ébène, bouleau de Carélie, noyer de Perse. Le Paul I est austère. Paul fut chevalier de Malte. Le Paul Ier a des lignes régimentaires, une sévère et calme ordonnance, acajou d'un lustre sombre, cuir vert, lion et griffon noir. L'Alexandre Ier, c'est le style empire, le classicisme, les lades. Avec Nicolas Ier, c'est le retour de Paul, mais étouffé par la majesté de son frère Alexandre. Ainsi se sont imprimées les époques dans l'acajou.
En 1861, le servage fut aboli. Au maître artisan serre se substituèrent les fabriques de meubles, Levinson, Tonnet, le mobilier viennois. Mais les neveux des maîtres en ébénisterie ont survécu par la vertu de la vodka. Ils ne créent plus rien maintenant. Ils restaurent l'antique, mais ils ont gardé par devers, eux, tous les acquis et les traditions de leurs oncles. Ils sont solitaires, taciturnes aussi. Ils s'enorgueillissent de leur ouvrage comme des philosophes, et ils l'aiment comme des poètes. Car par le passé, ils habitent des sous-sols. Peine perdue que d'essayer d'envoyer un maître pareil dans une fabrique de mobilier ou de l'obliger à réparer une chose faite après Nicolas Ier. C'est un antiquaire, c'est un restaurateur d'art, qu'il déniche dans les combles d'une maison de Moscou ou dans la remise d'une gentilhommière réchappée des flammes, une table, un miroir avec treillage, un divan du Catherine, du Paul Ier ou de l'Alexandre Ier, et il passera des mois dans son sous-sol à ruminer la question, à fumer, à réfléchir, à jauger du regard afin de recréer la vie vivante des choses mortes. Il aimera cette chose. Et sait-on jamais, il aura la surprise de trouver dans un tiroir secret d'un petit bureau une liasse de lettres jaunies. Il restaure et regarde en arrière dans le temps des choses. C'est forcément un original, et il vendra d'une manière non moins originale l'objet restauré à un collectionneur aussi original que lui, en compagnie de qui ? Lors de la transaction, il boira du cognac, transvasé d'une bouteille dans un flacon de l'époque de Catherine, et dans un petit verre à pied d'un service adamantin, ci-devant impérial.